Culture chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Plus qu'une assemblée représentative, le Sénat est aussi un bâtiment chargé d'histoire, découverte en coulisses. Dans la maison Jean Rouget, je voudrais le petit-fils François, amoureux de la céramique, qui nous a ouvert les portes de son atelier. Mordu de la platine, c'est un repérage pour vous. Voici 3 adresses dédiées aux vinyles qui vont vous faire tourner la tête. Ce drôle de gant d'osier s'appelle la Chistera. Zoom sur cet outil indispensable du pratiquant de la pelote basque dans Focus. Déniché aux 4 coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. Ah, c'était mieux avant, c'est peut-être cet adage et surtout l'envie d'offrir à leur enfant des produits de toilette sûrs qui a poussé Sophie et Neil à créer comme avant. Ici, que ce soit pour le bain, la beauté ou la maison, on utilise des recettes d'antan et surtout des produits sains. Une démarche zéro déchet qui mérite un 10 sur 10. C'est dans la manufacture Oberkampf, située dans les Yvelines, que naît en 1760 la toile de Jouy. Reconnaissable au premier coup d'œil, c'est une toile de coton aux imprimés représentant diverses scènes champêtres. D'abord imprimées grâce à des planches de bois gravées, elles furent vite remplacées par des plaques de cuivre. Elles laissent à tous un souvenir impérissable. Chez Julie Flamingo, des guides de voyage prennent le goût résolument stylé de la découverte graphique. Sous forme de grandes cartes illustrées, ils offrent la possibilité de découvrir des villes de France au travers de 90 adresses indépendantes, retenues pour leur originalité. Balades, culture, resto, café et découvertes branchées. Manon, la fondatrice de Peace and Love, dépoussière le puzzle. Ici, pas de photos kitsch de chat dans un panier, mais des messages décalés et des graphismes pop qui donnent envie de passer ses dimanches à résoudre ses casse-têtes. Une fois chaque pièce bien à sa place, on peut même l'encadrer pour le mettre dans le salon. Le Sénat héberge certes les sénateurs, mais aussi plein de souvenirs et de détails d'architecture remarquables. Nous avons eu la chance de découvrir ses coulisses. C'est un lieu de pouvoir et de décision que l'on vous propose de découvrir aujourd'hui. Ensemble, allons visiter les coulisses du Sénat, la chambre haute du Parlement. Mais d'abord, remontons le fil de l'histoire du lieu avec Madame la Présidente. En fait, vous êtes ici au Palais du Luxembourg, qui est une résidence royale au départ, qui a été voulue par Marie de Médicis, qui était alors au Louvre et qui a décidé finalement d'avoir un palais à l'image de ce qu'elle a connu dans son enfance et a demandé à l'architecte Salomon de Brosse de lui construire un palais royal. Elle aurait eu tort de s'en priver, mais depuis 1799, le palais de Madame est devenu le siège du Sénat. Initialement appelé les Pairs de France, les sénateurs ont pour mission de légiférer et de contrôler les actions du gouvernement. Dans l'hémicycle, les 348 sénateurs votent les lois. Ils sont disposés selon leur parti politique devant le plateau où se trouve le président de séance. Nous avons dans cet hémicycle les grands législateurs qui continuent de surveiller d'un œil bienveillant les débats. Nous avons Saint-Louis et Charlemagne qui se font face. Ces fantômes du passé veillent au bon déroulement des séances et attention, le protocole se doit d'être respecté. La présidente s'assoit sur son fauteuil et sonne cette cloche pour ouvrir la séance et ensuite, seulement ensuite, peut prendre la parole pour ouvrir le débat. Je vais donc ouvrir le débat. Ah, c'est le moment pour nous de partir alors. Et sur notre chemin, on s'arrête dans la salle des conférences. La salle des conférences, en fait, était divisée en 3 parties. Au fil du temps, elle a été transformée. Dans un premier temps, pour accueillir l'hémicycle pour le Sénat conservateur. Et dans un deuxième temps, cette salle a été ouverte pour en faire une salle de banquet, de réception que Napoléon souhaitait. Une salle de 57 mètres de long, rien que ça, pour en mettre plein la vue à ses convives. Et Napoléon aimait faire les choses en grand. Au milieu de la salle traîne encore son trône. Avec les 2 sphinx ailés de chaque côté, les petites abeilles qui sont son symbole. Et c'est en fait le trône qu'il utilisait pendant les séances. Une autre partie de l'histoire de France s'écrit juste au-dessus de nos têtes. Alors il y a 3 fresques
avec celle au centre qui est la principale, en fait, qui met en avant à la fois Napoléon III et Napoléon Bonaparte, et qui de fait installe les Napoléons et repousse dans le passé les deux autres fresques où nous avons les 5 dynasties royales. Avant d'avoir un torticolis, il y a encore d'autres salles à découvrir, comme celle du Livre d'Or. Elle s'appelle la salle du Livre d'Or parce que les pairs de France venaient déposer leurs titres et venaient signer le Livre d'Or qui leur permettait ensuite de siéger ici. Les pairs de France étaient même nommés à vie. Cette salle est aussi un souvenir de l'ancienne locataire du palais. C'est la trace historique de Marie de Médicis parce qu'il y a l'apothéose de Marie de Médicis au plafond. Il y a un buste, alors lui qui date du 19e siècle, un peu plus tard. Vous avez aussi sur les murs des boiseries peintes qui viennent de la chambre et des appartements royaux. Et pour terminer notre visite, on accède à la salle René Monory. Aujourd'hui, elle accueille les réunions de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Mais dans le passé, elle a eu une autre fonction. Cette salle était au début du 19e siècle le vestiaire des pairs de France. Ensuite, au milieu du 19e siècle, il a été transformé pour devenir une chapelle. Et aujourd'hui, on se rend compte en effet qu'on est dans une ancienne chapelle parce que quand on regarde les murs, il y a un grand nombre de peintures religieuses. Le tout accompagné d'écrans et de nouvelles technologies, il n'y a pas de doute, le Sénat a su garder son histoire tout en vivant dans son époque. François Roger perpétue la tradition familiale de la céramique en modernisant les incontournables de la maison, silhouette tout en création. Dans la famille Roger, il y a le grand-père, le fils, le petit-fils et surtout la céramique. Parmi les adeptes du travail familial, on retrouve Jean Royer, Coco Chanel ou encore Dalida, rien que ça. L'histoire commence en 1947 avec Jean et ses créations innovantes. Classiques, modernes, exotiques et chics, les collections décorent rapidement les grandes demeures du monde entier. Dans l'atelier parisien, on retrouve le petit-fils François. C'est lui qui manie la terre à son tour et cet endroit, il le connaît par cœur. Ça fait partie de mon paysage culturel et artistique parce que je passais souvent du temps à l'atelier dans lequel on est maintenant parce que l'école dans laquelle j'étais était tout près, juste derrière. Et donc je venais soit déjeuner, soit faire mes devoirs ici. Juste à côté de lui trône un allié fidèle au Roger depuis quelques années déjà. C'est dans ce four à céramique que l'histoire familiale a commencé. Celui-ci date des années 55-60 environ. Donc il a au moins 60 ans quand même. Il a connu toutes les générations. Mon grand-père a enfourné ce four, mon père aussi, moi aussi. Et il est toujours là, il répond toujours présent. Le four n'a pas pris la poussière, tout comme les collections de la maison Jean Roger. Depuis que François a pris les rênes de l'atelier, il a apporté sa patte. J'ai effectué des rééditions d'objets qui n'avaient pas été réédités même par mon père depuis les années 50. J'ai continué des objets qui se faisaient toujours comme la grenouille, comme la lampe-flamme, comme les palmiers. Et puis voilà, oui, effectivement, avec les rééditions, j'ai modifié des détails sur les objets pour me les approprier un petit peu et puis aussi pour faire le lien et le pont avec l'époque actuelle. Le céramiste travaille aujourd'hui sur un prototype. Ça part du dessin, ensuite moi j'imagine l'objet, j'imagine le processus de fabrication de l'objet. Là en l'occurrence c'était des perroquets, donc j'ai modelé un perroquet que j'ai ensuite moulé et que je suis en train d'essayer d'assembler parce que c'est un couple de perroquets qui se love comme ça sur une applique murale. Pour cela, François utilise la technique de moulage par estampage. Et vous remarquerez dans l'atelier, aucun bruit mécanique vient perturber la douce vie des perroquets. Il n'y a pas de machine qui produit à notre place, donc il y a toujours la main de l'homme, même pour certains objets dont on utilise les bases au moule, il y a toujours la patte humaine qui est derrière et on ne retrouve jamais vraiment le même objet. Il peut y avoir des séries, mais ça va être des séries quand même avec des objets qui restent uniques. Juste à côté de l'atelier, le studio offre une toute autre ambiance. François souhaitait un lieu pour mettre en scène ses pièces. Et tenez, voici la fameuse grenouille de la famille Roger. C'est un objet de 1955 environ. Ça a été un succès jusqu'à maintenant parce que c'est fait partie
d'un des objets que l'on réédite constamment depuis sa création. Elle est charmante et charmeuse, donc c'est vrai qu'elle opère une séduction chez certaines personnes. C'est vrai que ce n'est pas facile de résister. Et aussi, il y a cette petite boîte flamme créée par son grand-père il y a plus de 60 ans, et pourtant François vient tout juste de la découvrir. Eh bien, c'est des objets qui tournent quand même aux ventes aux enchères, et parfois on a des petites surprises comme ça. On voit une photo, on se dit « Ah tiens, ça vient de l'atelier, c'est nouveau, j'avais jamais vu ». Et on redécouvre des objets qui ont été peu faits sûrement à l'époque et qui réapparaissent dans les salles de vente aux enchères. Autant de pièces anciennes et actuelles qui continuent de séduire les décorateurs du monde entier. Marie s'occupe de la décoration des boutiques pour une grande maison de luxe et elle travaille avec François depuis 3 ans. Il travaille, alors je dirais qu'il y a différentes périodes. On voit qu'il y a à la fois ces objets qui sont plutôt classiques. Certains de ces éléments-là ont une certaine modernité encore maintenant. C'est assez étonnant quand on imagine qu'ils faisaient partie de ce catalogue il y a des années. Et maintenant, il y a aussi tout le virage que François entreprend, où on est sur des pièces beaucoup plus contemporaines, qui n'ont pas forcément d'évocation très particulière. On peut être sur des courbes, des choses très organiques, qui n'ont pas forcément une signification. Entre les pièces historiques et la modernité de François, quelque chose nous dit que le four familial des Roger n'a pas fini de rendre service. Bonjour François. Bonjour Katharina. François, la famille, ça s'écrit avec un grand F chez vous. Et si on commençait par parler de Jean, celui avec lequel tout a commencé. Mon grand-père, Oui. en 1947. Je ne sais pas pourquoi il lui a appris de faire de la céramique et de venir à Paris en faire. Je sais que c'était un collectionneur d'art, avec une grande culture en histoire de l'art. Et il s'est mis en tête de venir faire de la céramique à Paris. Alors il a créé des pièces très atypiques parce qu'à un moment donné, il s'est décidé de ne pas faire comme tout le monde et de faire des choses plutôt exotiques comme la grenouille, les ananas, les palmiers, qui ont rencontré un public assez élitiste. Il y a le chat d'Iran, la princesse Margaret, Jackie Kennedy qui ont acheté, la maison Dior. Comment vous expliquez ce succès immédiat ? Je pense qu'il y a un apport de sa part d'un certain classicisme, mais d'un classicisme revisité, comme vous l'avez dit, avec l'inspiration, avec une certaine fantaisie, une inspiration exotique. Et ce qui fait qu'il a fait du 50 sans faire du 50. Et donc ça a traversé le temps, et je pense qu'effectivement, ça a tapé dans l'œil de certaines personnalités, de grandes marques, comme vous l'avez dit. Et cet univers de l'atelier a bien réussi à votre papa, Jean-Jacques, Oui. qui a repris le flambeau. Quelle était sa spécialité ? Alors lui, il a repris l'atelier dans un contexte qui était très délicat parce que dans les années, fin des années 70-80, il n'y avait plus l'attrait qu'il y avait pour la céramique pure et dure des années 50 jusqu'à 60-70. Et donc, il a eu, je dirais, le génie, la créativité pour toujours garder la faïence, mais pour en la colorant, en peignant dessus avec peinture à l'huile, donc un travail à la laque. Alors, on va arriver à votre génération, Ouais. vous et vos sœurs. Au départ, ça n'a pas été ça. Vous avez grandi plus ou moins dans cet atelier, mais il n'était pas question de le reprendre puisque vous êtes orienté vers l'hôtellerie, la restauration, le vin. Oui. Tout à fait. Et un déclic s'est produit un jour plus tard. Oui, et puis c'était le déclic après une grande traversée du désert qui a duré 5 ans. Pourquoi ici. traverser du désert ? Parce que c'était une série d'épreuves de la vie. J'avais 25 ans, c'était un peu la recherche. oui, puis c'était aussi l'entrée dans la vie réelle d'un ado encore à cet âge-là. Et puis c'était la fin de plein d'idéaux. Enfin voilà, donc c'était assez éprouvant, mais c'est au cœur de cette épreuve que je me suis retrouvé ici et qu'effectivement j'ai eu un déclic un jour. Ça m'est apparu sous les yeux. Voilà, j'ai compris qu'il y avait un patrimoine formidable ici. Avec la question, il y a quelque chose à faire. Et quelle formation vous avez suivie ? Alors la formation d'ici déjà, tous les jours avec mon père. Donc j'ai appris à faire les objets qu'il y a derrière vous.
qui sont très spécifiques à l'atelier. Et le soir, donc j'ai appris le tournage de la terre, donc, du potier, avec le dernier tourneur de l'atelier d'ici, qui était à Demeure et qui venait tourner ici après plus ponctuellement, mais qui a été là pendant 25 ans. Et après, j'ai pris des cours du soir aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris, en modelage, en dessin et en peinture. Vous collaborez beaucoup avec d'architectes, des décorateurs, des grandes maisons. Oui. Comment se passent ces collaborations? Ce sont des commandes, ce sont des dessins ou est-ce que vous avez souvent carte blanche? Je vais répondre par l'affirmative à toutes les pistes, parce qu'effectivement, je travaille sur toutes ces pistes-là. Donc, il y a la carte blanche, il y a la soumission d'un dessin, et je réalise et j'exécute. Il y a la collaboration, où il y a un échange sur des objets à créer. Et surtout, il y a tout simplement les décorateurs viennent piocher dans le catalogue. Il y a quand même plus de 200 objets quand même différents qui ont été créés depuis les années 47. Donc il y a un vrai patrimoine et souvent on pioche dedans. Je vais twister parfois un pied ou je vais affiner la forme et ça se passe comme ça. Merci François. Merci Katharina. Qu'elle soit en 33 tours ou en 45, cette galette noire a marqué l'histoire de la musique, ses repérages Paris vinyle. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et chiné quelques bons 33 tours à travers la capitale. Et pour commencer cette balade autour du vinyle, on vous propose de dénicher quelques bons classiques chez Bettinose, un disquaire fasciné par la musique noire. La musique noire, elle est partout, dans pratiquement toutes les musiques, même dans le rock. Ça va de la soul funk au jazz, en passant par le hip-hop, en passant par la house. Ça peut être aussi de la musique brésilienne, la musique africaine. Vous l'avez compris, ici il y en a donc pour tous les goûts. Et en farfouillant dans la boutique, on tombe rapidement sur quelques pépites du genre. Il y a un Fred Wesley en pressage japonais, il y a un Prince, un album de Prince, un des premiers albums de Prince en pressage américain, original. Après, ce qui est bien, c'est que il y a aussi des disques scellés d'époque, c'est-à-dire que bon, ils datent de 50 ans, mais ils sont toujours fermés, ils n'ont jamais été écoutés. Car oui, la spécialité de Bettinose, ce sont les pressages d'époque qui ont un charme tout particulier quand on s'y connaît. Ça, c'est l'album, le premier album de Curtis Mayfield, et ça, donc, la version originale, c'est ça en fait, voilà, elle s'ouvre. On appelle ça un gatefold, voilà. Et la beauté de la pochette, voilà, c'est magnifique. Là aussi, il y a des particularités, c'est que les Japonais, à l'époque, sortaient aussi des disques en même temps qu'en France. Ils rajoutaient une line-up avec tous les lyrics, voilà, qui n'y avait pas forcément dans les pressages américains. Sans critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, ça reste un objet magnifique. Ah, on vous voit venir avec l'éternelle bataille entre le numérique et l'analogique. Eh bien, allez-y, expliquez-nous ce je ne sais quoi du vinyle que le CD n'a pas. Entre écouter une musique qui vient d'une plateforme numérique et un CD, il n'y a pas beaucoup de différence, en gros. Et la différence avec le vinyle, c'est qu'on va ressentir des sonorités. Comme c'est sinusoïdal, je dis que c'est lié au battement de cœur. Et je me dis qu'il y a un ressentiment physique quand on écoute les sonorités du vinyle. Et pour que le vinyle soit si sensoriel, c'est toute une technique. À ce propos, on file à Montreuil, dans le studio d'André Perria et son fils Cyril, tous deux maîtres dans l'art de la gravure sur laque. Et oui, avant d'écouter nos mélodies préférées sur platine, il faut déjà fabriquer l'objet. Et dans ce rayon-là, il y a deux écoles, la gravure sur laque ou sur cuivre. La gravure sur laque, c'est l'idéal pour des gravures, par exemple, reggae, rock, où il y a une rythmique avec des basses. Le cuivre est très très bien par contre pour du classique ou du jazz avec des hautes fréquences. Mais quand on est un puriste comme André, on a sa petite préférence. La laque va donner un son plus chaud, plus rond, moins aigu. Je ne veux pas incriminer le cuivre, attention, je trouve que c'est très bien aussi. Mais moi personnellement, je préfère la laque. Après cet aveu qui vient du cœur, dites-nous André, comment fonctionne ce procédé? Le son va arriver passe d'une console, va arriver à un ampli de gravure. Ce sont deux bobines qui vont provoquer un champ magnétique et qui excitent un stylus. C'est le stylus qui a une petite pointe qui est là-bas et qui grave direct dans la matière.
Dit comme ça a l'air facile, mais c'est tout un savoir-faire, car la laque est un matériau très fragile qui ne supporte aucune poussière et aucun postillon, sinon c'est le drame. Sinon, ça va provoquer du souffle, ça va provoquer de la distorsion, la perte d'aigu, des choses comme ça. C'est pour ça que je regarde toujours au microscope, je regarde la coupe, comment elle est. Si je vois qu'elle est toujours nickel, il n'y a aucun souci. Là-dessus, on vous fait confiance, car André ne le crie pas sur tous les toits, mais c'est une référence en France en matière de gravure. Depuis ses débuts chez Philips en 69, André a vu défiler du beau monde. Et le retour du vinyle depuis quelques années ne pouvait pas lui faire plus plaisir. Je suis agréablement surpris de ce qui se passe. J'aurais jamais cru que ça revienne autant. Et on voit des jeunes qui achètent des platines. Je trouve ça fabuleux, quoi. Ça tombe bien, on vous propose pour finir de mettre tout ça en pratique au Disco Bar, un petit bar du quartier de Belleville où les amateurs de vinyle peuvent s'improviser DJ le temps d'une soirée. L'ambiance y est volontiers disco, mais pas que. Alors si vous avez de super albums de collection, ce serait dommage de ne pas en faire profiter les autres. Allez, repérage c'est terminé, enfilez votre casque et à vos platines. Prolongement du bras du joueur de la pelote basque, la chistera est incontournable dans le sud de la France, découverte de sa fabrication intergénérationnelle. Au Pays basque, il y a un sport qui fait partie du patrimoine local depuis le XVIIIe siècle, la pelote basque. Inspiré du jeu de paume, il faudra attendre le 19e pour que la pratique de ce jeu de balle soit telle qu'on la connaît aujourd'hui. Plusieurs types de pelotes existent, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle jouée avec une chistera. Et une chistera, c'est ça, une sorte de gant cousu à un long panier tressé qui est arrivé un peu par hasard sur les bancs des frontons. À l'époque, on jouait à la main nue ici. Et on a voulu se protéger les mains avec donc des prothèses qui étaient en cuir d'abord, et après on les a améliorées. Et un jour, un jeune basque a pris un panier pour ramasser les fruits. Et il l'a adapté en l'accrochant à sa main, et il a commencé à jouer à la pelote. Et de là naissait la fabrication de chistera, et ça fait plus de 150 ans que ça dure. Un savoir-faire qui se raréfie en France, et c'est à Anglette que les derniers fabricants de chistera font de la résistance. Depuis 5 générations, la famille Gonzalez se transmet ce savoir-faire de père en fils. Un artisanat qui demande la maîtrise de la vannerie, de la menuiserie et de la sellerie. Tout commence par le travail du bois de châtaignier pour créer l'armature. Le bois, on va le couper l'hiver. Il est plus tendre, donc on va pouvoir le tordre plus facilement, le laisser sécher après jusqu'au printemps. Jouer avec les courbes du bois, jouer avec le fil du bois surtout. Une fois que l'armature a pris la forme souhaitée, il faut travailler le bois. Ça, c'est un banc de tonnelier. J'ai une plane, un couteau à 2 mains. On a beaucoup plus de force et on est beaucoup plus précis. Et là, je vais enlever ce qu'il faut enlever. Et ça, c'est jamais la même chose parce que c'est jamais le même bois. Vous avez un petit nœud là, je vais le faire sauter après. Voilà, c'est là où c'est intéressant ce métier aussi, c'est qu'il faut qu'on vive avec on sente les choses. Voilà. Peyo, Jean-Louis et Bichente vont pouvoir maintenant mettre en place le squelette, qui sont ces fines lamelles de châtaignier et qui vont tenir en place grâce au travail de vannerie de l'osier, comme pour un panier. C'est des brindilles d'osier qu'on va mettre en éclisse et avec un calibre spécifique pour la pointe, un peu plus large pour la poche, très large pour la mano, la main, pour qu'il y ait vraiment de la force. On le laisse tremper un petit peu pendant 10 minutes, qu'il s'assouplisse un petit peu. Après, on le met en forme. Avec le poinçon, on lui donne l'endroit où il doit aller et il reste. Après, en séchant, il gardera l'endroit où il est. Une étape qui demande beaucoup de patience, car il y en a des brindilles à tresser. Et pour finir, le gant, c'est là que rentre en jeu le savoir-faire de sellier. Bichente découpe un morceau de cuir selon le gabarit avant de le coudre et de le rattacher à la partie en osier. Et s'il faut qu'il chausse comme un gant aux joueurs, ce n'est pas la seule raison pour que les chisteras soient faites sur mesure. Chaque joueur a sa propriété, c'est-à-dire sa courbure à lui, sa profondeur, son poids, bien sûr la main qu'on adapte. Voilà. Donc quand le joueur vient, on prend les mensurations, on voit son ancien chistera et on essaie de reproduire le même. Mais également son poste. Ils ont des postes déterminés, ils peuvent jouer devant, derrière, ce ne sera pas le même gant. Quand à la pelote basse qu'on joue derrière, on a tendance à taper plus fort pour éloigner la pelote du fronton. Donc là, on lui fera un chistera un peu plus long, avec un peu plus de profondeur, vraiment pour qu'il puisse se dégager. Les avants, ils sont là pour trancher les points, pour faire les points rapidement et jouer. Donc on va leur adapter des chisteras un peu plus petits, un peu plus courts.
Jean-Louis et Peyo sont d'anciens joueurs professionnels et Bichente est lui aussi joueur de pelote, ce qui leur permet d'appréhender la fabrication des chisteras de manière plus intuitive. Il y a peu de temps, Bichente a rejoint son père et son grand-père dans l'atelier pour se former. Et la transmission de ce savoir-faire est très importante pour la famille González. C'est un apprentissage qui se fait donc dans l'atelier. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien, c'est du visionnage et de la pratique, on fait, on défait, on refait, et c'est sur le tas qu'on apprend petit à petit à réparer et puis à faire un chistera. Mais c'est long à apprendre, je ne suis pas encore arrivé. Avec encore quelques années d'apprentissage pour pouvoir voler de ses propres ailes, Bichente est en bonne voie pour continuer à faire perdurer ce savoir-faire cher au Pays Basque pour au moins une génération supplémentaire. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.